deuxième volet du triptyque, c'est l'acte et la gestion des risques. Et là, c'est Corinne Vons qui va nous présenter cela. Et l'intervenant, ce sera Daniel Jecq, qui va replacer un petit peu le risque en ambulatoire dans le risque globalement en chirurgie. Et on verra les questions qu'il lui pose. Non, c'est gestion du risque. Et ça ne peut pas s'accrocher. Et non, ah si, je croyais que c'était une fausse poche. À toi, Corinne. Ouais. C'est en grand. Il n'y a pas de dame. 15 minutes aussi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je dis, mesdames? Il n'y a pas de dame. Elle vient de sortir. Madame, messieurs, monsieur le président. Il n'y a pas de dame ici, c'est terrible. Vas-y. Tu présentes quand même? C'est terrible. Classiquement, l'hébergement post-opératoire en service hospitalier se justifiait de deux façons. Identifier et traiter d'éventuelles complications post-opératoires selon le principe de précaution, qui, je vous rappelle, est en fait la reconnaissance d'un doute. On maintenait à l'hôpital tous les patients tant que le risque chirurgical persistait. Et puis traiter, s'il survenait, des symptômes post-opératoires comme les douleurs, puis les nausées, les vomissements, les troubles du transit. Et puis aussi, on attendait la récupération complète des patients. En fait, progressivement, les professionnels ont appris à anticiper les suites opératoires. Il y a le concept du de la fast track surgery dont on nous a parlé tout à l'heure, la gestion des risques post-opératoires. Et au même moment, la chirurgie ambulatoire s'est développée. Alors, si on doit définir le risque chirurgical en chirurgie ambulatoire, c'est en fait un peu tout ce qui peut survenir en post-opératoire et qui est directement lié à l'acte chirurgical. Alors, bien entendu, ce à quoi tout le monde pense, ce sont les complications post-opératoires, mais ce sont aussi les symptômes et tous les troubles post-opératoires indépendants d'une complication, avec en priorité les douleurs post-opératoires. Alors, qu'est-ce que c'est gérer d'abord les complications chirurgicales éventuelles? C'est connaître après l'avoir évalué la probabilité de leur survenue, connaître après l'avoir évalué la gravité potentielle de leur survenue, connaître après l'avoir évalué le délai de leur survenue. Et toute cette connaissance permet d'évaluer si le risque de ces complications permet de réaliser cette intervention en chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce que c'est que gérer les douleurs post-opératoires? Eh bien, c'est participer à leur prévention pour les diminuer, voire les supprimer, et ainsi éviter qu'elles n'empêchent la sortie du patient le soir même et soit donc responsable d'une admission non programmée. Qu'est-ce que c'est que gérer les autres troubles post-opératoires? C'est participer à leur prévention et donc diminuer, voire les supprimer, et ainsi empêcher qu'elles puissent être responsable d'une admission non programmée ou qu'elle puisse amener à ce que le patient reconsulte aux urgences ou son médecin traitant. Alors, pour illustrer tous ces concepts, je vais vous présenter 3 interventions. La cholécystectomie par laparoscopie en ambulatoire. Donc, on a bien dit tout ça tout à l'heure, donc la technique est tout à fait identique. Alors, qu'est-ce que c'est gérer les éventuelles complications de la cholécystectomie par laparoscopie? Bien, 2 complications potentielles. L'hémorragie. Quelle fréquence? On peut dire à peu près 0,01%. Quelle gravité? C'est très grave, l'hémopéritoine aiguë, gravité mortelle éventuellement. Quel délai? C'est dans les 6 heures. En général, c'est même carrément quand on prend l'ascenseur pour remonter. La fuite biliaire, on pourrait dire à peu près 0,5%. Quelle gravité? Moyennement grave, ça dépend un peu de l'étiologie. En effet, si c'est le moignon cystique, c'est pas très grave. C'est une plaie de la voie biliaire, c'est un peu plus grave. Dans quel délai? En général, c'est plus à distance que ça se manifeste.
Et donc le patient peut sortir et peut revenir après pour les symptômes. Donc en fait, si on veut gérer une complication après une cholécystectomie par laparoscopie, il suffit de surveiller le patient. En fait, dans les 6 heures qui suivent sa cholécystectomie, on a donc géré sa potentielle hémorragie post-opératoire. Si on veut gérer les douleurs après une cholécystectomie par laparoscopie, donc éviter ces admissions non programmées, à savoir les douleurs principalement dans 25% des cas, je parle du point de vue du chirurgien, eh bien, il faut essayer de travailler avec un pneumopéritoine de basse pression et puis participer à l'analgésie en instillant d'un analgésien à résorption lente à la fois en intrapéritonéal et puis dans les orifices de trocar. Alors, comme vient de vous le dire Nicolas Dufeu, c'est d'autant plus important de le faire, c'est que d'utiliser de participer à cette analgésie va faire... regardez pas tous la main parce que... Donc, c'est d'autant plus important de participer et d'aller infiltrer et la cavité péritonéale et les orifices de trocar, c'est que quelque peu que vous allez diminuer la douleur du patient, vous allez surtout éviter, et ça c'est vraiment le mot d'ordre, et quand j'opère les cholécystectomies ou tous les patients que je fais en ambulatoire, le mot d'ordre, j'ai presque envie de l'écrire sur le front du patient, pas de morphine en salle de réveil. Pourquoi pas de morphine en salle de réveil? Parce que s'il y a de la morphine par hasard en salle de réveil, premièrement, le réveil risque d'être d'incomplet et le patient ne va pas rentrer. Deuxièmement, le patient risque d'avoir des nausées et le patient ne va pas pouvoir rentrer chez lui. Donc en infiltrant, vous évitez d'abord que le patient ait mal, mais surtout vous empêchez la morphine et la morphine va faire dormir et va faire les nausées et les vomissements. Et donc notre rôle à nous de chirurgiens en infiltrant, c'est d'empêcher qu'on mette de la morphine parce que le patient a mal. Donc on n'infiltre pas simplement pour qu'il n'y ait pas de douleur, mais aussi pour qu'il n'y ait pas de morphine. Et je crois qu'on n'a pas très bien compris cette dimension importante de participation à la douleur post-opératoire. C'est fondamental et ce n'est pas simplement pour les interventions d'orthopédie, mais aussi pour les interventions de chirurgie digestive. Alors, les autres troubles après les cholécystectomies, pour éviter les consultations à distance, notamment les inquiétudes, pourquoi j'ai mal à l'épaule, pourquoi j'ai mal dans la douleur post-opératoire, est-ce que c'est normal, les questionnements sur la cicatrice, pourquoi j'ai des fils qui va les retirer, qu'est-ce que je fais du pansement, est-ce que je peux prendre une douche, un bain, quand est-ce que je peux manger, etc. Eh bien ça c'est l'information répétée, écrite, orale. Pour nous, dans l'hôpital où je travaille, c'est la consultation d'une infirmière pour l'information préopératoire. C'est l'ordonnance d'antalgie qui a été donnée dès la consultation préopératoire. Et donc, dans notre chemin clinique, l'information du chirurgien, de l'anesthésiste et de l'infirmière lors donc, je crois que l'équipe Capio connaît bien ce chemin clinique qui leur a été... Et puis ce manuel d'information. Même chose pour la thyroïdectomie partielle, donc pas de particularité technique. Le seul risque qu'il faut gérer, c'est l'hémorragie, avec une fréquence peu importante, mais bien sûr un risque vital avec la compression asphyxiante. J'essaie, moi, maintenant de faire une fermeture non étanche, au cas où. J'ai la chance de pas du tout en avoir eu, en tout cas dans les 6 heures. Donc, surveillance 6 heures. Éviter les admissions non programmées à cause des douleurs et donc utiliser l'anesthésie locale. Et donc avant, j'infiltrais pas parce que ça fait pas très mal une thyroïdectomie, mais simplement d'infiltrer localement, ça évite qu'on donne de la morphine, que les patients aient des nausées et qu'ils restent. Voilà. Les questions, les inquiétudes, encore une fois, l'information... 3 fois avec les livrets d'information, les informations sur la petite bosse, sur la voie un petit peu modifiée éventuellement, la cure de hernie, les informations, l'hématome qui est très rare, qui est peu grave, qui nécessite exceptionnellement une réintervention, souvent le premier ou le deuxième jour, ce qui fait qu'actuellement,
Nous laissons partir les patients bien informés et pas trop âgés, sans accompagnant, s'ils sont en taxi ou en ambulance, et avec une première nuit, sans accompagnant non plus, à condition que... Donc ça veut dire qu'on gère le risque. On évalue bénéfice versus, dans les recommandations de la SFAR, l'accompagnant n'est pas indispensable. Donc on ne voit pas pourquoi on aurait besoin d'un accompagnant pour, après une cure de hernie inguinale. Donc là encore, les douleurs, il faut bien infiltrer pour éviter que les patients aient mal, mais aussi pour éviter qu'ils aient de la morphine et donc des nausées et qu'ils dorment et qu'ils soient courbés en deux le soir au moment de sortir. Et puis, il faut aussi penser que, comme ce sont souvent des hommes, qu'ils peuvent avoir des troubles urinaires et donc il faut en préopératoire dépister leurs troubles. Comment ? Si ? Qu'ils peuvent avoir des troubles urinaires et donc il faut dépister avant d'éventuels troubles urinaires, les envoyer chez l'urologue plutôt que de retrouver en rétention complète d'urine le soir même, ce qui va les empêcher de sortir, ou bien s'ils vont sortir avec la sonde et ils vont avoir droit à la résection endoscopique de prostate avec ses complications secondaires. Anticiper. Oui, avec le laser maintenant. Voilà, donc les autres troubles après hernie, toujours l'information répétée, le guide d'information. Donc je conclurai en disant que gérer le risque chirurgical en chirurgie ambulatoire, c'est évaluer précisément les complications post-opératoires potentielles pour déterminer si l'intervention est compatible avec une prise en charge ambulatoire, donc bénéfice-risque. Participer activement à l'analgésie post-opératoire par les instillations, les infiltrations pour diminuer, voire supprimer par anticipation les douleurs et éviter que le patient ait besoin de morphinique. Donner une information claire, répétée, orale et écrite sur les suites opératoires normales après l'intervention pour éviter les consultations imprévues après la sortie. Cette culture de gestion sécuritaire est une véritable avancée dans la prise en charge des patients en chirurgie ambulatoire et elle contribue à sa qualité. Je vous remercie. Merci Corinne. On voit nettement, avec l'ambulatoire en particulier, l'implication beaucoup plus importante du chirurgien dans la gestion des risques. Et peut-être que notre collègue Daniel Jeck va parler de cela, de ce risque chirurgical. Quels sont tes commentaires ou ta question, Daniel ? Merci, messieurs les modérateurs, monsieur le Président. Chère Corinne, c'était un plaisir de vous écouter, comme toujours. Et je trouve que vous avez fait un très beau survol de ces 3 interventions avec toutes les précautions nécessaires pour que tout se passe bien comme ça se passe dans votre service, puisque vous avez 0 complication, on peut dire, globalement. Non, pas du tout. Ah, j'ai cru comprendre. Alors, tout à l'heure, vous pourrez me répondre en disant quelles sont les complications que vous avez observées, qui ont peut-être parfois motivé une réhospitalisation ou une réintervention. Je n'ai peut-être pas écouté à ce moment-là. Non, mais j'ai mis justement les admissions non programmées. Non, j'ai dit que je n'avais pas encore eu d'hématome après 6 heures, mais les admissions non programmées, là, c'est 14%, vous voyez. Non, j'ai mis... Admission non réadmission. Non, c'est les malades qui restent alors qu'ils étaient prévus en ambulatoire. Oui. Enfin, néanmoins, ce que je voulais dire, c'est surtout des compliments et dire que, en réalité, cet après-midi, on a vu des avancées spectaculaires de la chirurgie sans en rien modifier la technique chirurgicale. Donc, progrès spectaculaire, comme l'a souligné Henri Judet. Autrefois, on gardait les malades 20 jours après une prothèse totale, et puis maintenant, c'est une journée. Donc, vraiment des progrès spectaculaires. Et ce qui est incroyable, c'est sans modifier la technique. Autrement dit, tout a été repensé autour, avant l'opération et après l'opération. Mais pendant l'opération, si j'ai bien compris, à part l'anesthésie, peu de choses ont changé. Alors, pour l'anesthésie, j'ai un petit peu lu... il y a dans une revue tout à fait récente faite par des Hollandais, ils parlent d'une expérience en chirurgie colique, justement. Là, vous nous avez ramené une première intervention donc en chirurgie ambulatoire pour une colectomie pour cancer. Et donc, dans cet article, ils analysaient les facteurs de réussite ou éventuellement d'échec. Et ils ont discuté les techniques de lutte contre la douleur. Et notamment... il disait qu'un des facteurs de réussite, c'était l'ablation précoce du cathéter de péridurale. Je crois que
Ça a été évoqué tout à l'heure aussi. Alors, quelle est votre opinion concernant le cathéter? Vous n'aimez pas la morphine, mais le cathéter de péridurale, est-ce que vous l'utilisez quelquefois? J'ai pas d'expérience, mais je vois Marc qui... Est-ce que vous voulez peut-être nous répondre sur ce sujet-là? Oui, juste le petit mot que je peux apporter, c'est qu'une fois encore, on est dans le même contexte. La chirurgie a évolué. Cette chirurgie qui se fait maintenant majoritairement par voie cœlioscopique ne justifie plus, et c'est également une réflexion sur le rapport bénéfice-risque sur la péridurale, qui reste quand même un geste invasif, ne justifie plus la péridurale. Donc je pense que dans l'approche qui nous a été montrée tout à l'heure, et dont je vous félicite encore, c'est vraiment remarquable, il n'y avait pas de péridurale, et les recommandations actuellement, les recommandations internationales sont qu'il y a d'autres moyens d'être très efficaces sur la douleur avec d'autres techniques loco-régionales, on a parlé d'instillation, d'infiltration, sans avoir recours à la péridurale. Merci. J'ai bien compris aussi que si on voulait résumer ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que l'ennemi du malade, c'est l'hôpital. Moins il voit l'hôpital, plus il se porte bien, moins il fait de complications, etc. Alors évidemment, on peut regretter qu'il n'y ait pas de bénéfice sur le plan financier, puisque vous nous avez expliqué qu'en réalité, ça coûte cher et que les services économiques de la clinique ne récupèrent pas l'avantage de cette attitude très vertueuse. Alors, est-ce que vous êtes en pourparlers avec les pouvoirs publics et est-ce que ça va évoluer ou est-ce que vous êtes condamné à un déficit permanent? Alors non, les pouvoirs publics sont bien sûr très compréhensifs, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est plus facile pour nous de dire qu'il faut descendre les bornes basses. Il y a une organisation économique derrière, c'est en fait et en réalité assez complexe à organiser. Néanmoins, les ARS ont notre écoute. Et donc on essaye, par l'intermédiaire de missions de recherche notamment, d'essayer de valoriser à la fois les infirmières RAC que l'on met en place dans nos établissements d'une part, et puis d'autre part de ne pas se retrouver trop lésés sur la rémunération d'un établissement. Aujourd'hui, un établissement de santé, ça génère une marge à peu près de 2,5 quand on gère vraiment de façon très très fine les choses. Il ne faut pas croire qu'on développe des marges énormes, c'est vraiment pas le cas du tout. Beaucoup d'entreprises de santé aujourd'hui libérales, qu'elles soient dans un groupe ou dans un autre, ou qu'elles soient entre les mains de praticiens, sont dans des difficultés financières vraiment importantes. C'est le cas également dans le milieu hospitalier public. Donc c'est vraiment un problème, je dirais, bien plus vaste que d'une simple borne basse. Très clairement, tout le monde a envie d'aller dans ce sens-là. Et je crois que toutes les énergies qui se développent dans ce sens sont les bienvenues. Merci. Dernière question brève. Aux États-Unis, on a beaucoup cité l'exemple de la Mayo Clinic, où on sait que le malade opéré traverse la rue pour aller dans un hôtel qui n'est pas très loin de son hôpital. Alors, est-ce que cette étape intermédiaire a encore un intérêt pour des interventions peut-être plus compliquées, comme par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on peut étendre cette chirurgie ambulatoire à des gestes comme les hépatectomies, les pancréatectomies? Est-ce qu'on peut avoir une vue sur l'avenir de ce genre d'évolution? Et est-ce qu'à ce moment-là, un système type Mayo Clinic est utile? Alors, c'est d'autant plus une bonne question que beaucoup de... On pourrait dire que beaucoup d'opposants à la chirurgie ambulatoire se réfugient beaucoup derrière ces hôtels dans lesquels ils veulent mettre leurs patients, en fait, pour les rassurer. Parce que le mot, je vais mettre mon malade à l'hôtel au cas où... si on fait de l'ambulatoire, ça veut dire qu'on pense qu'on a pris toutes les mesures de sécurité et que le malade peut rentrer à son domicile. Donc on fait de l'ambulatoire ou on ne fait pas d'ambulatoire. Si on pense que le malade n'est pas en sécurité, on ne le met pas à l'hôtel, on le garde à l'hôpital. Donc à l'ASFAR et à l'AFCA, on est contre l'hôtel. Voilà. Et l'évolution vers des techniques hépatectomie, pancréatectomie? Nous avions fait, Antoine Béclair, avec Franco, une lobectomie gauche en ambulatoire et une splénectomie. Je pense que j'avais présenté ici les ambulatoires et chirurgie hépatobiliaire et pancréatique. Et on avait bien pensé que la lobectomie gauche, vous vous souvenez, M. Bismuth, était accessible à la réalisation par la paroscopie. À l'ambulatoire, oui, puisqu'il y a une intervention qui est parfaitement réglée. Vous êtes d'accord, M. Bismuth? Voilà. Oui, je voulais juste rebondir sur le au cas où. J'ai envie de dire au cas où quoi? Parce que finalement, quand on fait de la chirurgie ambulatoire, on se rend compte que
il n'y a quasi jamais de retour et ça se passe tout à fait bien. Voilà. Et c'est pas parce que... Si on a peur, on le laisse... si on pense qu'il y a un risque, on le garde à l'hôpital. On peut pas... Et le cas où est motivé par la peur et pas par la pratique, parce que dans la pratique, ça n'arrive pas. Et finalement, la peur est un très mauvais moteur. Voilà, si on pense qu'il y a un risque, il ne faut pas. Voilà. Alors, je donnerais un bémol éventuellement pour l'hôtel, c'est le patient qui vient de loin et qui, dans ce cas-là, est contre-indiqué à l'ambulatoire. Et le jour où on aura les subventions ARS et on pourra en faire davantage, j'ai des demandes à 100 km. Et on est d'accord là-dessus, mais si tu veux, c'est évoqué par nos collègues pour d'autres raisons. Autrement, je suis entièrement d'accord avec vous et mon collègue. Donc il ne faut pas se laisser aller dans ça, quoi. Les collègues, voilà. Donc c'est pour ça que dans l'ensemble, à l'AFCA et à la SFAR, on est contre. On ne veut pas rentrer dans cette... Voilà, je vois qu'on est... Oui, je dois faire 3 remarques. D'une part, à propos des modifications de la chirurgie, on dit qu'il n'y a pas une modification de la chirurgie pour permettre l'ambulatoire et que les principales modifications sont des modifications de prise en charge, de chemin clinique. C'est vrai, il faut simplement pas oublier une chose, c'est que les modifications de la chirurgie, elles ont eu lieu historiquement bien avant et que ça n'est possible que parce qu'il y a eu ces modifications de la chirurgie. Donc il faut toujours faire attention, il y a un problème de temps. Le deuxième point, c'est celui qu'a évoqué Corinne, de l'hôtel hospitalier. Je pense qu'il ne faut pas être sectaire et pas mélanger les choses. Actuellement, l'argument pour faire d'ambulatoire, et c'est un argument juste, c'est de dire moins le patient est en contact avec l'hôpital et moins de temps il reste à l'hôpital, mieux c'est pour prévenir notamment tout un tas, et notamment les infections nosocomiales. Il n'y a aucune raison que ce raisonnement ne s'applique pas pour ceux qui, pour l'instant, et puis il y en a des choses qui ne seront jamais faites en ambulatoire et qui devront nécessiter une hospitalisation. Mais pourquoi ne pas envisager ces hôtels pour ces malades-là qui ne sont pas d'ambulatoire, je suis d'accord avec Corinne, mais qui sont des malades dont on sait qu'il faut au minimum rester 3-4 jours pour des raisons diverses. En urologie, une cystectomie avec remplacement intestinal et réimplantation ne pourra jamais être en ambulatoire. Bon, non, mais... Attends. Tu ne vas pas la mettre à l'hôtel. Non, ça n'est pas... Non, ça n'est pas en Angleterre, je suis désolé. Non. Les remplacements totaux de vessie ne sont pas faits en Angleterre, en ambulatoire. Je pense qu'il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas réelles. Les agrandissements de vessie, ça n'a rien à voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut prendre d'autres exemples. Donc il y a des exemples où la chirurgie, on n'arrivera jamais d'ailleurs, même les tutelles disent que l'objectif c'est de faire 80%, ce qui sous-entend que 20% ne seront pas faits en ambulatoire. Et je pense que l'intérêt des hôtels, et ça a été évoqué par M. Biette, l'intérêt des hôtels c'est pour les malades qui ne seront pas en ambulatoire. Si on passe de 8 jours d'hospitalisation à 6 jours ou de 4 jours à 2 jours grâce aux hôtels, ça permettra également de les mettre à distance des complications dues aux infections nosocomiales, dues aux phlébites, etc., parce qu'il y aura d'autres organismes. Donc je pense que, là où je suis d'accord avec Corinne, c'est l'ambulatoire ne doit pas être un pis-aller, l'hôtel ne doit pas être un pis-aller pour l'ambulatoire, on est d'accord, mais il ne faut pas dire l'hôtel ne sert à rien. Il y a actuellement une réflexion avec l'ARS sur les hôtels, pas pour l'ambulatoire, sur les hôtels pour les malades qui, pour l'instant ou après, ne seront pas faits pour être en ambulatoire pour des raisons diverses. Ça dépend de la technique, mais ça dépend aussi du malade lui-même. Donc je pense que c'est ça qui est très important de préciser. Et la dernière chose, moi je félicite très bien nos collègues qui ont présenté les 2 premiers en chirurgie orthopédique et en chirurgie digestive, car je pense que c'est quelque chose d'important et c'est la raison pour laquelle au niveau de l'Académie de chirurgie, on a souhaité vous faire passer rapidement parce que c'est le but de l'Académie. Et je rappelle aussi, et dans toutes les spécialités, après des phases d'engouement, il y a eu des petites retombées, puis c'est revenu parce qu'on a amélioré les choses. Et quand j'entendais dire qu'il n'y a pas de complications, moi je ne connais pas de chirurgie où il n'y a pas de complications. Ça arrive qu'il y en ait, donc il faut savoir, parce qu'après on dit ça y est, le problème est réglé, et quand les gens ont des complications, ils disent mais comment on nous a dit qu'on n'aura pas de complications. Donc il est évident que tout ce qui a été montré aujourd'hui, c'est un progrès considérable, que c'est absolument, il faut aller dans cette direction. Il faut faire simplement attention parfois à ne pas vouloir aller trop vite. Je rappelle que la lithotricité extracorporelle n'avait 0 échec. Et puis après, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait vrai quand même. Question. Alors, ma question revient un peu à celle du président parce qu'elle était pratique, Corinne.
Est-ce que tu as parlé du risque d'hémorragie dans la chirurgie thyroïdienne. Bon, il est connu. Moi, j'avais la notion qu'il était un peu plus élevé que celui que tu dis, mais bon, c'est un autre sujet. Si on fait le nombre de thyroïdectomies, on aura obligatoirement le risque statistique qui va apparaître. Alors, dans ton expérience et dans ta connaissance, est-ce qu'on a déjà eu ce genre de complications? Parce que maintenant, il commence à y avoir une expérience qui est assez lourde. Est-ce qu'on l'a déjà eu? Et comment a-t-elle été traitée sur le plan médical et également sur le plan des assurances? Parce que c'est Dans mon expérience, est-ce qu'il y a déjà eu des hématomes en ambulatoire? De toutes, si tu veux. Est-ce qu'il y a eu des cholécystectomies avec des hémorragies? Est-ce qu'il y a eu Non, il n'y a aucune vésicule avec des hémorragies. Question de 1000 thyroïdectomies. Moi, je commence à donner, enfin, je ressors, je vous avoue que je resserre à chaque fois l'exemple de la cholécystectomie pour les 6 heures. Mais moi, j'attends plus 6 heures pour la vésicule. Je pense que vraiment, là maintenant, un bon coup de bipolaire sur l'artère cystique, c'est fini, c'est réglé. Pour les thyroïdes, là, on se bataille entre ceux qui ont toujours un truc à raconter, qu'ils ont eu à J1 ou je ne sais pas où, une thyroïde qui a saigné, le malade est mort. Il y a toujours un case report. Il y a à peu près des séries de 30 000 thyroïdes dans l'État de New York qui ont été faits en ambulatoire et qui ont eu des hématomes qui n'ont pas été mortels en ambulatoire. Et ce n'est pas des séries où on dit qu'il n'y en a pas eu du tout. Il y en a eu, ils n'ont pas été mortels. Voilà. Ils en ont eu et il n'y a pas eu de mort. C'est des hématomes qui ont été déclenchés chez des gens qui toussaient. Au moment de tout, ça a grossi, mais ils n'ont pas été asphyxiants. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui savent mieux faire l'hémostase que d'autres? J'en sais rien. Voilà, moi je trouve que ça ne tombe pas du ciel, l'hémorragie. Alors, en effet, il y a des gens, les bases d'eau, moi je ne les fais pas en ambulatoire. Moi je fais des thyroïdectomies totales maintenant, mais c'est vrai que les bases d'eau, je ne les fais pas en ambulatoire. Je ne fais pas n'importe quoi non plus. Corinne, il y a trois questions. Oui. D'abord, monsieur Bismuth. Je m'adresse à vous, Corinne, mais également aux autres qui sont intervenus aujourd'hui. C'est quelles sont les limites des indications de la chirurgie ambulatoire? Parce que ce qu'on a vu montre d'année en année, même de mois en mois, que les indications s'élargissent. Et ce qui apparaît, en fait, peut-être que c'est le chirurgien lui-même qui est un frein, parce qu'on change complètement de stature. Le chirurgien, c'était très bien dit au début, le chirurgien a un rôle qui devient de plus en plus petit. Et psychologiquement, je pense que les nouveaux chirurgiens doivent s'adapter à cela. Où sont ces malades en post-opéré? Où est la visite? De quelle visite s'agit-il? Il n'y a plus de malades. Donc, et l'image du chirurgien, le grand patron, suivi par son équipe admiratrice, qu'est-ce qu'elle est maintenant? Oui, non, mais c'est terrible. Réponse courte, Corinne. Non, mais c'est vrai que c'est terrible, parce que quand on fait beaucoup d'ambulatoires et qu'on sort le soir et qu'on vient le lendemain, il n'y a plus de malades, il n'y a plus rien. C'est comme si on n'avait rien fait, quoi. C'est assez déstabilisant. C'est frustrant. Mais quand vous dites qu'il n'y a plus de limite, c'est vrai qu'on peut le dire, c'est qu'à la fois nous et à la fois avec ce que font les anesthésistes, parce que c'est vrai que, moi je dirais surtout cette équipe-là, les deux qui sont là, ils vous transforment un malade en post-op. Moi je les ai vus, une vésicule chez eux, 2 heures après, la vésicule, elle est debout, elle vous parle et elle s'en va. Donc, et c'est vraiment des petits, ils font attention à ce qu'ils ne mettent pas un petit peu de ça, donc c'est plus la même personne. Donc je pense que les limites, on est en train de les découvrir, nos limites, et on va pouvoir les repousser. Et il faudra probablement, peut-être qu'une DPC, on fera revenir le malade à J4 pour faire la TDM, pour voir s'il n'a pas de collection, ou je ne sais pas. Enfin, il va falloir qu'on les réinvente, nos limites. Mais c'est ça qui est génial. Deuxième question. C'est passionnant. Oui, je constate que Madame Vance a répondu en fait à la question de l'hématome compressif suffocant, puisque je lui avais déjà posé la question à sa première présentation. Et maintenant, elle fait des incisions qu'elle dit semi-hermétiques. Et là, le problème de l'hématome suffocant est réglé, parce qu'à partir du moment où ça coule, même si le malade est plein de sang... Ça coule pas. Oui. J'essaye de... Mais non, je ne sais pas si c'est... Le problème, c'est de faire sauter...
le problème, c'est de faire sauter les agrafes pour qu'ils ne fassent pas un hématome suffocant. Non, mais je me après dis, la chirurgie. Après. Ben, le problème, c'est que je ne l'ai pas testé encore. Je me dis que j'essaye de faire un truc et pas, mais je n'ai pas pu le tester. Alors je me dis, est-ce que je vais le tester? Je vais laisser un truc ouvert pour que ça le fasse, mais je n'ai pas testé mon truc. Alors, je sais pas si ça dernière marche. question sur le sujet. Max de Bernard, pas trop long. Oui, non, très, très bref, c'est plus un commentaire. Je ne répondrai pas à la remarque perfide du président concernant la lithotricie. C'est une autre discussion. Mais simplement, ne soyons pas trop prudents. On a un retard considérable. Ouais, vous avez raison. Aux États-Unis, 83% des actes sont réalisés en ambulatoire. En Grande-Bretagne, on en parlait avec Gilles, je crois que c'est 82%, 79%. Combien ? 73% des admissions. C'est monté. Non, mais attends. Tu me pardonnes, ce sont des chiffres très précis. Alors, quels sont les patients qui ne relèvent pas de la chirurgie ambulatoire? Ça répond un peu à la question. Premièrement, des reprises ou des interventions extrêmement compliquées ou des transplantations parce qu'on doit adopter le traitement immunosuppresseur immédiatement derrière. Premièrement. Deuxièmement, ce sont les personnes... Moi, j'ai travaillé beaucoup sur cette question, notamment à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, les patients qui ont des problèmes généraux de cirrhose du foie, de diabète, d'âge, très malades, etc., qui ne peuvent pas supporter l'intervention. Et troisièmement, mais ça baisse, les gens qui ont un environnement social insuffisant. Et moi, je pense que c'est sur ces trois facteurs, environnement social, état général des patients et difficulté ou complications de l'acte, parce que quand on fait une reprise compliquée pour la 5e fois, on ne va pas faire partie. Voilà les facteurs limitants. Mais regardons le regard qu'on a. Et le rôle de l'Académie, justement, c'est de pousser les gens dans l'intérêt des malades et indirectement dans l'intérêt du... Quant à l'hôtel, très franchement, l'hôpital peut très bien être un hôtel. Je pense qu'on va pas... Sauf à moins que Capio... Mais il faut diminuer les coûts de l'hôpital. Il faut qu'on arrête de prescrire d'examens pour un rien, de faire des bilans tous les jours. Il faut diminuer nos coûts avant de pas mettre les malades à l'hôpital, à l'hôtel. Je voudrais reprendre... S'il vous plaît, je voudrais reprendre un petit peu en main l'horaire, parce que nous avons là du temps et on est en avance, mais ce n'est pas une raison pour sacrifier la dernière intervention. Merci Corinne.